Il en est simplement déduit que nous ne pouvons pas continuer longtemps à ce rythme de progrès. Il est inutile de penser à remplacer le charbon par un autre type de combustible. Mes compatriotes britanniques doivent soit quitter massivement le pays, soit rester ici pour endurer une pression douloureuse et la pauvreté, déclara l'économiste Stanley Jevons en 1865. Autre citation, dans les années 70 et 1980, des centaines de millions de personnes mourront de faim. Malgré tous les programmes d'urgence que nous pourrions entreprendre dès maintenant, à ce stade avancé, rien ne peut empêcher une augmentation substantielle du taux de mortalité mondial, déclara Paul Ehrlich, biologiste américain et grand défenseur de la cause environnementale dans les années 50-60. En 1970, le magazine Life assurait à ses lecteurs que les scientifiques disposaient de preuves solides selon lesquelles, d'ici une décennie, les habitants des zones urbaines devront porter des masques à gaz pour survivre à la pollution de l'air. D'ici 1985, la pollution atmosphérique aura réduit de moitié la quantité de lumière solaire atteignant la Terre. En 1984, le magazine allemand Stern rapportait qu'un tiers des forêts allemandes étaient déjà mortes ou mourantes, que les experts pensaient que tous les conifères auraient disparu d'ici 1990 et que le ministère fédéral de l'Intérieur prévoyait la disparition de toutes les forêts d'ici 2002. Des citations comme celle-ci, j'aurais pu vous en donner des dizaines et des centaines. Elles sont toutes tirées du livre que je viens de terminer qui s'appelle The Rational Optimist. Le sous-titre c'est How Prosperity Evolves de Matt Ridley. Je viens de terminer ce livre et je l'ai trouvé fascinant. Alors je vous préviens, en fonction de vos convictions, c'est des sujets assez sensibles, ce livre risque de vous secouer. Personnellement, il me fait beaucoup de bien à la lecture parce qu'on est à une époque paradoxale où on ne cesse de nous promettre l'apocalypse et la fin des temps, on ne cesse de nous expliquer qu'on va droit dans le mur, que c'est la dernière chance de tout sauver avant l'effondrement, etc. Et c'est drôle parce que c'est comme s'il y avait certains catastrophistes qui se délectaient de ces annonces, comme si la race humaine méritait une purge pour avoir tenté de s'élever et de se développer, avec toujours cette notion de turning point, ça y est, c'est fini, il n'y a plus de retour en arrière, on a passé les barrières, etc. Et voilà, on a l'impression que certains, il en parle dans le livre, certains adoptent le ton de prédicateur puritain, exprimant même une sorte de fascination à l'idée que l'humanité s'effondre. C'est comme s'ils y prenaient du plaisir. Donc d'un côté, on a ça, et dans le même temps, on vit l'époque la plus prospère, la plus magnifique, l'une des plus pacifiques de l'histoire de l'humanité. Depuis 1 à 2 siècles, on n'a jamais vu autant d'êtres humains sortir de l'extrême pauvreté, vivre en bonne santé, accéder à l'éducation. Une citation qui dit la génération qui a connu le plus de paix, de liberté, de temps libre, d'éducation, de médecine, de voyage, de films, de téléphone mobile et de massage que toute autre dans l'histoire de l'humanité se délecte de la morosité à chaque occasion. Ce contraste saisissant pose plusieurs questions, notamment deux. Pourquoi est-ce qu'il y a un tel décalage entre la réalité des faits et les discours ambiants? Et deuxième point, que penser de tout ça? Est-ce que les catastrophistes ont raison? Est-ce que ceux qui tirent la sonnette d'alarme ont raison? À quel point est-ce qu'ils ont raison? Ou est-ce que le fait de ne pas les écouter, c'est juste être naïf? Est-ce que c'est être rationnel? C'est pas facile d'y voir clair. Et c'est pour ça que j'ai adoré ce livre, parce qu'il est assez long, mais il est très bien documenté, il est très pédagogue et il présente des arguments que je trouve globalement convaincants. Je vais essayer de faire un petit résumé parce que, encore une fois, c'est des idées que j'ai trouvées très intéressantes et c'est un son de cloche qu'on n'a pas assez en ce moment, je trouve, et parce que j'ai aussi envie pour moi de mieux les retenir. Évidemment, je vais essayer d'être synthétique, d'être cohérent, vous présenter les idées centrales du livre, mais je ne vais pas pouvoir être aussi exhaustif que le livre. Donc s'il y a des parties qui vous questionnent, que vous voulez creuser, que vous voulez mieux comprendre, que vous voulez saisir bien la nuance de l'argument, je vous invite évidemment à prendre le temps de lire le livre. Je mets le lien dans la description. Pendant ma lecture, j'ai surligné sur ma Kindle 1 milliard de passages intéressants. J'ai un document avec beaucoup trop de notes et donc j'ai essayé de vous faire une synthèse. Ce livre, comme son titre l'indique, The Rational Optimist, présente une vision optimiste du progrès et du développement économique, de l'histoire, du futur, de l'avenir. Voilà. Et je trouve que ça fait beaucoup de bien de lire ça. La thèse centrale du livre, alors il y a plusieurs messages, mais c'est que le développement économique, notamment via le livre-échange, via le capitalisme, a permis des progrès et des avancées fantastiques. Et il serait non seulement fou, mais en plus immoral de vouloir le stopper. Je sais que cette phrase peut paraître assez folle, mais il explique très bien pourquoi, et je vais essayer de vous l'expliquer pourquoi.
Son point également, c'est de dire que de tous les temps dans l'histoire, quand on regarde l'histoire à chaque époque, il y a eu plein de voix qui se sont élevées, qui se sont élevées pour annoncer des catastrophes et implorer par tous les arguments, par tous les moyens qu'il fallait tout arrêter. Et très souvent également avec des arguments très scientifiques pour appuyer leurs craintes. Mais ce que l'auteur explique, et c'est l'un des points centraux du livre, c'est que ces personnes-là, aussi bien intentionnées, documentées étaient-elles, l'histoire leur a donné quasiment tort à chaque occasion. À chaque fois, leurs craintes se sont révélées moins graves, ou alors on s'en est sorti et on s'est juste adapté, on a évolué. Ça va être un point central du livre. Attention, je précise dès maintenant, parce que je sais très bien ce que vous allez pouvoir penser quand je dis ça. L'auteur ne dit pas que tout est rose, que c'est fantastique, qu'il n'y a pas de problème. Pas du tout, c'est pas du tout son point. Son point, c'est de dire que la marche du progrès, toutes les évolutions, le développement économique que l'humanité a connu, a permis des avancées qui surpassaient de manière gigantesque les rêves les plus fous des générations précédentes. Et il y a plein de citations, il y a plein d'histoires, il y a plein d'éléments dans le livre, assez amusants d'ailleurs, qui expliquent ça, mais il y a plusieurs passages où il parle notamment de l'Angleterre des années 1800, où en fait certains auteurs, certains économistes imaginaient à quoi pouvait ressembler l'avenir. Dans leurs rêves les plus fous, la réalité a surpassé 10 fois, 100 fois, 1000 fois ce qu'ils rêvaient de plus positif. La réalité a surpassé massivement leurs rêves les plus fous. Et ce livre, il permet déjà de mesurer ça. Il y a plein de choses qu'on prend pour acquis, mais on ne mesure pas leur juste valeur et on ne mesure pas, notamment au regard de l'histoire, à quel point ce sont des évolutions qui sont fantastiques. Et donc, l'un des points centraux du livre, c'est que c'est un devoir moral de continuer le progrès et le développement économique, car c'est ce progrès, ce développement économique qui ont permis toutes ces avancées. Je vous lis une citation tirée de la conclusion du livre, mais c'est pour que vous voyez bien ce qu'il veut dire. Et ensuite, dans le reste de cette vidéo, j'essaie de vous expliquer comment est-ce qu'il arrive à ce raisonnement. J'ai présenté les arguments en faveur d'un optimisme radieux. J'ai soutenu que maintenant que le monde est hyper connecté et que les idées se croisent et se mélangent plus librement que jamais, le rythme de l'innovation va s'accélérer encore davantage. Et l'évolution économique élèvera les niveaux de vie du XXIe siècle à des sommets inimaginables, permettant même aux populations les plus pauvres du monde de satisfaire leurs désirs en plus de leurs besoins. J'ai affirmé que bien que cet optimisme soit clairement impopulaire, l'histoire montre qu'il s'agit en réalité d'une attitude plus réaliste, plus rationnelle que le pessimisme apocalyptique. D'où vraiment l'idée du livre. Le but, c'est pas d'être un optimiste béat, niais, naïf, mais plutôt de se dire au regard de l'histoire, en fait, la vraie attitude rationnelle à avoir face aux événements, c'est un optimiste réaliste, rationnel. Et ça fait du bien de lire un livre comme ça. Ça fait du bien de lire ça à une époque où on nous cesse de répéter qu'on est en crise, que l'avenir est sombre, qu'il faut tout arrêter et que l'humanité doit se repentir pour ses péchés, pour son envie de vouloir s'enrichir. Voilà, c'est parti. Idée numéro 1, la division du travail et le commerce comme clé de la prospérité. La première question fondamentale à se poser, c'est d'où vient la richesse ? Comment est-ce que la richesse se crée ? Pour l'auteur, la richesse se crée parce que la division du travail et l'échange de connaissances, donc le fait de se spécialiser en tant qu'individu, permet l'innovation sur des matériaux, sur des techniques, sur des services, ce qui permet par extension l'augmentation du niveau de vie. En se spécialisant, chacun devient plus efficace dans un domaine précis et peut échanger ses compétences ou sa production contre d'autres biens et services produits par d'autres personnes s'étant elles-mêmes spécialisées. Pour l'auteur, la spécialisation favorise l'innovation, puisque quand je suis spécialisé, ça veut dire que je peux me permettre d'accorder moins de temps à ma propre subsistance. C'est-à-dire que je passe moins de temps à juste essayer de me nourrir. Ce qui me permet d'inventer, de créer de nouvelles techniques, de créer de nouveaux produits. Et pour lui, c'est ce phénomène qui est l'histoire centrale de l'humanité, bien plus déterminante que les guerres ou les religions en termes de progrès matériel. Vraiment, l'histoire centrale, c'est la spécialisation. Il fait le parallèle notamment avec le monde des insectes. Le grand succès des fourmis et des termites, qui pourraient à elles seules représenter jusqu'à 1/3 de la biomasse animale terrestre, est sans aucun doute lié à leur division du travail. La vie sociale des insectes ne repose pas sur une complexité accrue du comportement individuel, mais plutôt sur la spécialisation entre les individus.
Vraiment, le point, c'est de dire que les échanges permettent aux individus et encouragent, hein, c'est toujours pareil, quels sont les incentives, quel est le comportement qui est récompensé. Eh bien, le comportement qui est récompensé, c'est se concentrer sur ce que je sais faire de mieux. Par exemple, un artisan peut se spécialiser dans la fabrication de poterie pendant qu'un fermier cultive de la nourriture. Et en échangeant leurs biens, chacun maximise son efficacité et bénéficie de l'expérience des autres. Cet échange, cette spécialisation permet ainsi de se libérer du temps et, encore une fois, de se consacrer à l'amélioration de ses techniques, de ses savoirs et de ses inventions. Et c'est comme ça que naît l'innovation. Travailler pour les autres et avec les autres rend la recherche de l'efficacité profitable. On a un retour sur investissement qui n'existerait pas si on vivait en autarcie et si on ne s'échangeait rien. Donc ça, c'est évidemment les fondements du commerce, du libre-échange et du capitalisme. Je vous lis une citation. Le message de l'histoire est si manifestement clair, c'est-à-dire le libre-échange engendre une prospérité mutuelle, tandis que le protectionnisme provoque la pauvreté, qu'il paraît incroyable que quelqu'un puisse penser le contraire. Il n'existe pas un seul exemple d'un pays qui a ouvert ses frontières au commerce et qui soit devenu plus pauvre. Quand on entend ça, alors bon, évidemment là je synthétise, il y a plein d'autres explications, il rentre dans le détail, mais quand on entend ça, on a une première objection qui est « Ah bah oui, le libre-échange fait que les entreprises en France, elles vont délocaliser leur main-d'œuvre ailleurs, en Asie, pour avoir une main-d'œuvre pas chère. Et avec un relent moral dessus, ils vont exploiter la misère ailleurs. C'est une forme d'esclavagisme moderne. » Alors, deux réponses à ça. Première réponse, c'est un concept assez basique de SES, seconde, première, c'est la montée en gamme et la spécialisation des pays, hein, en tant que pays. Et je pense que tous les pays sont passés par là, la France, les pays développés, les pays aujourd'hui en Asie, les pays d'Afrique. Au début, on cultive des patates et on finit par produire des iPhones. Et progressivement, on monte dans la chaîne. C'est pas je passe d'un coup de l'un à l'autre, c'est je fais des patates, ensuite je fais des meilleures patates, je fais des légumes plus avancés, ensuite je commence à faire des produits manufacturés, je commence à faire des vêtements, etc. Et progressivement, à mesure que le progrès économique et le développement économique se fait, je monte en gamme et ma population s'enrichit. Il prend l'exemple notamment des fameux sweatshops de Nike au Vietnam. Vous savez, qui sont souvent décriés en disant Nike, ils emploient des enfants au Vietnam pour faire les baskets pas chères, etc. Bon, lui, ce qu'il explique, c'est que factuellement, les sweatshops de Nike au Vietnam, ils payent des salaires 3 fois supérieurs à ceux des usines d'État locales, hein, évidemment, en proposant des meilleures conditions de travail, en proposant des meilleures infrastructures, ce qui tire vers le haut toute l'économie locale, puisque les personnes qui travaillent dans ces usines sont mieux payées, ça encourage les usines à mieux payer, et en quelques décennies, le niveau de vie global a massivement augmenté. D'ailleurs, il explique, pendant la période d'expansion la plus rapide du commerce et de la sous-traitance, le travail des enfants a été réduit de moitié depuis 1980. Tout le monde dit que le fait d'aller implanter ces usines au Vietnam, ça fait baisser les normes sociales sur place, alors que c'est précisément l'inverse. Ça augmente davantage les normes, ça augmente les seuils et ça permet à tout le monde de sortir de la pauvreté. Ensuite, le second point, c'est que donc on dit les entreprises délocalisent leur production à l'étranger pour produire moins cher. Et bien en fait, le second point, c'est que en plus de la montée en gamme de ces pays qui produisent moins cher, qui vont ensuite atteindre la richesse, les populations sur place, donc en France, ça va dégager davantage de pouvoir d'achat. Si les Européens trouvent des chaussures bon marché fabriquées au Vietnam, ils ont alors davantage à dépenser dans leurs loisirs ou d'autres activités, ce qui crée plus d'emplois agréables pour les Européens. Encore une fois, ça crée un cercle vertueux. Et encore une fois, il explique que le libre-échange, ce n'est pas une course vers le bas, mais c'est plutôt une course qui élève le niveau de vie des plus démunis et qui permet également de créer de la richesse au niveau local. Idée numéro 2, l'importance d'une population bien connectée et assez grande. Ensuite, ce qu'il explique, c'est comment est-ce que l'innovation se diffuse. Lui, ce qu'il explique, c'est que les idées voyagent avec les biens. Et son point ici, c'est de dire que les communautés qui sont isolées, qui sont trop petites et qui ne communiquent pas avec les autres, prennent le risque de stagner et même de décliner. Ce qu'il explique, c'est que l'être humain, comment est-ce qu'il apprend des compétences? C'est en allant imiter, en allant copier ce que font d'autres individus plus avancés, plus prestigieux que lui. Et ce processus d'imitation, de copie, parfois, régulièrement, donne lieu à des erreurs, mais aussi parfois à des améliorations. Et donc, ce qu'il explique, c'est que plus une population est nombreuse, plus elle est connectée, et plus elle a de chances de créer ces erreurs positives et donc ces améliorations.
Inversement, les petites populations voient leurs techniques se dégrader, faute d'une masse suffisamment grande pour entretenir les savoir-faire et les renouveler. Ce qu'il explique notamment, c'est que les chasseurs-cueilleurs ne pouvaient pas vivre en groupe trop important, ce qui limitait leur capacité d'innovation et de transmission de techniques. Et donc c'est pour ça que cette partie de l'humanité a stagné pendant très longtemps. La taille restreinte d'un groupe limite forcément le nombre d'outils qu'il peut produire, qu'il peut utiliser, parce qu'en fait, le marché des outils n'est pas assez suffisant. Il prend l'exemple notamment de la Tasmanie, qui est une région du monde qui a été isolée, qui est peu nombreuse, et qui a fini par décliner, par perdre des technologies, parce qu'il n'y avait pas assez de monde pour les entretenir et les développer. Et donc, quand un pays, quand une région du monde s'isole, en fait, ça conduit à un retour en arrière technologique qui conduit à un retour en arrière sur toutes les conditions de vie et le niveau de vie de la population. Point numéro 3, le commerce crée la confiance. C'est l'autre grande leçon que l'auteur tire en observant l'histoire, c'est que le commerce, ça a été le vecteur de création de confiance entre individus le plus important de l'histoire. Ce qu'il explique, c'est que le commerce, l'échange, ne rend pas les gens gentils. Ce n'est pas parce qu'on s'échange des choses qu'on est gentil l'un envers l'autre. C'est plutôt le commerce leur fait comprendre que leur intérêt se trouve dans la coopération mutuelle, dans la coopération avec autrui. Moi, j'ai à y gagner, toi aussi tu as à y gagner, donc on trouve un terrain d'entente et donc on a intérêt à se faire confiance. Et d'ailleurs, il explique que c'est la caractéristique singulière de l'être humain par rapport aux autres espèces animales, c'est que les humains sont capables de collaborer avec des inconnus pour un bénéfice réciproque, contrairement aux autres animaux. Parmi les animaux sociaux, quand on regarde les autres animaux qui vivent en groupe, les fourmis, les chimpanzés, les rencontres entre groupes différents sont généralement violents, alors que les êtres humains peuvent traiter des étrangers comme des amis honorables parce qu'il y a un intérêt mutuel à s'échanger des choses. Plus les individus se font confiance dans une société, plus cette société a tendance à être prospère. Et il explique que ce qu'on observe, c'est que le développement de la confiance entre les individus par les échanges précède souvent la croissance économique. La croissance économique est possible parce que les gens se font confiance et parce qu'ils s'échangent des biens et des services. Cette confiance, ces échanges entre les individus permettent l'essor d'un cerveau collectif, un collective brain, comme un espèce de réseau d'échange d'idées et de connaissances. Plus les gens sont connectés et plus ils s'échangent des idées et des connaissances. Et ce cerveau collectif, dans l'histoire, quand on observe, il a toujours permis un recul de la cruauté, un recul de l'indifférence envers les plus défavorisés, un recul de l'illettrisme, un recul de la mauvaise santé et même de la criminalité. Les pays engagés dans le commerce comme l'Angleterre ou les Pays-Bas par exemple ont souvent été les précurseurs dans cette tendance à la baisse, notamment du taux d'homicide et de la criminalité. Ce qu'il explique aussi, c'est que le commerce est bénéfique pour les minorités également, car le commerce permet à chacun de trouver des biens et des services répondant à ses besoins spécifiques. C'est le principe de longue traîne. Et lui, il fait la distinction avec, par exemple, un État centralisé qui dirigerait l'économie et qui déciderait ce qu'on fait, contrairement à la centralisation qui est souvent monopolistique et donc despotiquement majoritaire, puisque je suis centralisé, en fait, je vais faire des choix juste pour la majorité et les minorités, ils s'adaptent. Le marché libre permet au contraire à des niches de prospérer. Puisque tout le monde a à y gagner, il y a des gens qui vont cibler des niches qui ne sont sous-exploitées. C'est le principe évidemment du capitalisme. Il prend un exemple. L'autre jour, j'ai acheté un dispositif pour fixer une canne à pêche à la mouche sur ma voiture. Combien de temps aurais-je dû attendre dans le Leningrad des années 70 avant qu'un planificateur central ne se mette en tête de répondre à un besoin aussi spécifique? Le marché l'a fait. De plus, grâce à Internet, l'économie répond de mieux en mieux aux désirs des minorités parce que les quelques personnes au monde qui ont besoin d'accessoires pour canne à pêche ou de livres très spécialisés peuvent désormais trouver des fournisseurs en ligne. Les niches se portent donc très bien. La longue traîne de la distribution, les très nombreux produits recherchés par très peu de gens peut être de plus en plus facilement pris en charge. Point numéro 4, les libertés individuelles. Le point fondamental qu'il explique, c'est que les libertés individuelles permettent le commerce. Le commerce permet les libertés individuelles. Et en fait, c'est un cercle vertueux où chacun profite l'un de l'autre. La libre entreprise a joué un rôle majeur dans l'essor de la liberté. Suffrage universel, tolérance religieuse, émancipation des femmes, etc., etc.
Il explique évidemment que les régimes autoritaires préfèrent souvent des populations pauvres et rurales, puisqu'il peut plus facilement les contrôler qu'une classe moyenne qui va être éduquée, qui va être urbaine, qui va être consommatrice et qui aura donc son mot à dire. Il explique également que la mécanisation du travail, l'opportunité de travailler hors du foyer, ont permis notamment aux femmes d'avoir davantage d'autonomie, ce qui a soutenu le mouvement féministe. Les 2 derniers siècles montrent que la liberté et le bien-être progressent main dans la main avec la prospérité économique. Encore une fois, la prospérité économique permet aux individus de s'émanciper, de faire leur propre choix, de ne dépendre de personne, de ne pas dépendre de leurs moyens de subsistance. Ça, je vais venir, c'est un point qui est très important. Et donc, ça tire tout le monde vers le haut. Et à l'inverse, il explique que les dictatures, les régimes autoritaires surgissent souvent lorsque le revenu par habitant baisse et que la situation économique se dégrade. Et pareil, au regard de l'histoire, quand on regarde l'histoire, on se rend compte que le capitalisme, c'est le capitalisme qui a permis d'exterminer l'esclavage. Je vous lis une citation qui est intéressante. La commercialisation rapide des vies depuis 1800 a coïncidé avec une amélioration extraordinaire de la sensibilité humaine par rapport au siècle précédent. Et ce processus a évidemment commencé dans les nations les plus commerciales, notamment les Pays-Bas et l'Angleterre. Dans le monde pré-commercial, donc avant le libre-échange, une cruauté inimaginable était monnaie courante. L'exécution était un spectacle public, la mutilation une punition ordinaire, le sacrifice humain une tragédie vaine et la torture d'animaux un divertissement populaire. On l'a oublié, mais c'était le cas. Le 19e siècle, à l'époque où le capitalisme industriel s'est développé, fut celui où l'esclavage, le travail des enfants et des hobbies fantaisistes comme le lancer de renard ou les combats de coqs devinrent inacceptables. La fin du XXe siècle, lorsque la vie s'est encore davantage commercialisée, là où le libre-échange a encore pris davantage de poids, fut une période où le racisme, le sexisme et les abus des enfants sont devenus inacceptables. Encore une fois, la prospérité, le commerce, le libre-échange, la richesse économique garantit et permet aux libertés individuelles de s'exprimer. À travers l'histoire, c'est assez net. Les libertés encouragent les échanges et la spécialisation. À l'inverse, les totalitaristes confisquent et encouragent le copinage. Et donc, il prend l'exemple de la Corée, un pays qui a été divisé en deux il y a quelques décennies, entre le Sud, qui est devenu un endroit libre, où le marché domine avec de la spécialisation et qui a créé de la prospérité, et le Nord, un endroit arbitraire où les gens ont faim, cruel, totalitaire, et où les gens n'ont qu'une envie, c'est essayer de s'enfuir. Il y a une citation qui est assez forte, c'est pareil, c'est assez contre-intuitif, mais plus une nation, plus les individus d'une nation sont individualisés, plus les citoyens profitent de leur vie, puisqu'il n'y a personne pour leur imposer des choses, et puisqu'ils sont indépendants, qu'ils peuvent prendre leurs propres décisions. Encore une fois, aujourd'hui, on nous cesse de nous répéter que l'individualisme, c'est le mot moderne, enfin c'est le gros problème de l'époque. Il explique que, en fait, être individualiste, ça veut surtout dire je fais ce qui est le mieux pour moi. Et qui n'a pas envie de faire ce qui est le mieux pour soi? Ça fait réfléchir. Le point central de l'économie, enfin de l'auteur, c'est que l'innovation ne dépend pas de la science, ne dépend pas forcément de l'argent, ne dépend pas de brevets ou, encore moins, d'un gouvernement qui va dire quoi faire. Mais l'innovation dépend de l'échange d'idées entre les individus. C'est vraiment le thème du livre, c'est plus les individus sont libres d'échanger entre eux des idées comme bon leur semble, plus il y a de l'innovation. Et un truc très intéressant qu'il explique, c'est que dans l'histoire, on a eu plusieurs moments, plusieurs périodes, à plusieurs géographies, des moments où les libertés individuelles ont permis un foisonnement d'innovation, d'invention et une hausse du niveau de vie. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'innovation permet la hausse du niveau de vie, permet la prospérité, permet la richesse. Ensuite, souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a un gouvernement, ça va créer un empire, ça va créer un gouvernement. Souvent, on va vouloir agréger. Il prend l'exemple de Rome ou des villes en Asie ou au Moyen-Orient. La prospérité va créer un empire, va créer un gouvernement. Ce gouvernement va être très bénéfique au départ, puisqu'il va créer des infrastructures, il va créer de la sécurité, il va créer des services centraux, il va garantir les échanges. Mais l'autre leçon de l'histoire, c'est que quand ce gouvernement, quand cet empire prend trop de place, en fait, il finit par se transformer
en un système de plus en plus lourd et extractif. Un système qui ne fait qu'une chose, à savoir extraire les richesses créées par les individus. Il cite plusieurs références et plusieurs auteurs pour expliquer ça, mais notamment il explique qu'au fil du temps, les élites se multiplient, captent une plus grande part des richesses et imposent toujours plus de règles jusqu'à tuer la poule aux œufs d'or. Les empires et plus généralement les gouvernements ont tendance à être des choses bénéfiques au début et à devenir néfastes avec le temps, puisque les gouvernements emploient progressivement des élites de plus en plus ambitieuses et gourmandes qui s'emparent d'une part croissante des revenus générés par la société jusqu'à tuer la poule aux œufs d'or. Et in fine, le gouvernement devient une forme de monopole, on l'a vu avec notamment l'URSS, les États totalitaires, un monopole qui engendre inefficacité, stagnation, gonflement de la bureaucratie, alliance avec des groupes de pression et une forme de copinage permanent où on s'échange des faveurs. Et donc l'une des autres grosses leçons de l'histoire, c'est que le mépris des préférences et des intérêts individuels au profit d'un objectif social lointain, plus ou moins pour le bien-être collectif que les dirigeants prétendent vouloir défendre, a été une cause récurrente de misère pour les peuples à travers les âges. Souvent, les dirigeants, les gouvernements, les empires veulent imposer des choses aux individus au nom d'un prétendu bien commun et ça se finit régulièrement en catastrophe. Le gouvernement veut imposer sa vision et prétend mieux savoir ce que veulent les citoyens, mieux savoir qu'eux-mêmes. Et ça finit souvent en régime catastrophique. Idée numéro 5, le paradoxe politique contemporain. Alors, une fois qu'on a vu tout ça, et donc encore une fois, l'auteur explique, et c'est bien documenté, c'est bien expliqué, voilà, tout est bien argumenté, que vraiment le message central de l'histoire, c'est que les libertés individuelles, la prospérité, le développement économique, le libre-échange, le commerce, tout ça, ça va main dans la main, ça va ensemble. Alors pourquoi ? La question, pourquoi est-ce que tout ça, tous ces discours sur le capitalisme, le libre-échange, la spécialisation, c'est devenu polémique? Pourquoi est-ce qu'on a du mal à y croire? Pourquoi est-ce que c'est devenu contre-intuitif? Pourquoi est-ce qu'il y a plein de voix qui s'élèvent contre ça en disant non, c'est le mal incarné, c'est le mal absolu? Il y a plusieurs facteurs. Première croyance notable, c'est la croyance de l'argent sale. C'est la croyance qui est très répandue, notamment en France, et qui vient de racines notamment religieuses, que l'argent c'est sale, que l'argent c'est mal, que l'argent c'est pas bien. On va mettre des considérations morales sur l'argent, alors qu'en fait, il n'y a pas du tout à avoir lieu. Et donc, ça crée une vision extraordinairement répandue selon laquelle le commerce est immoral, que l'argent est sale, et que les gens modernes, ça c'est intéressant, qu'aujourd'hui, les gens restent bons, restent intègres, restent dignes, malgré le capitalisme et le règne de l'argent. Il y a ce truc de l'argent règne, mais malgré tout, les gens résistent et restent humbles et restent intègres. Plutôt ça, intègre que humble. Second point, un thème récurrent qu'on voit à travers l'histoire, à travers les époques, dans différentes civilisations, les commerçants, les artisans, ceux qui font vivre le libre-échange, ont toujours été pris de haut, ont toujours été méprisés par les nobles, par les bourgeois, par les religieux. Encore une fois, ça prend plein de noms différents en fonction des pays, des époques, mais il y a toujours eu ce petit dédain, ce petit regard de haut vers les gens qui font le commerce. Et plus récemment, c'est intéressant, notamment en France, on a vu de nombreux intellectuels être très complaisants avec les régimes communistes, malgré les massacres, malgré toutes les dérives totalitaristes, qui ont été par ailleurs systématiques avec tous les régimes communistes. Et donc on voit toujours une classe intellectuelle qui se prend un peu au-dessus de la mêlée, qui regarde ceux qui essaient de gagner de l'argent de haut, et au contraire ceux qui créent des modèles alternatifs, qui finissent régulièrement en drame, les regarder avec complaisance et leur accorder beaucoup plus de crédit qu'aux autres systèmes qui factuellement créent plus de biens. Le troisième point sur l'argent, c'est que tout ça, ça crée le sentiment d'un jeu à somme nulle. Et c'est frappant quand on écoute notamment les débats politiques, c'est que les débats sur le commerce, le libre-échange, le capitalisme sont souvent perçus comme des jeux à somme nulle, où il y en a un qui gagne, et s'il gagne, c'est parce que l'autre perd. Le gagnant s'enrichit sur le dos du perdant. Et donc, cette croyance, cette perception façonne la vision populaire du marché, du libre marché, comme un lieu d'affrontement. Pour la plupart des gens, le marché ne semble donc pas être un lieu vertueux. Il ressemble plutôt à une arène où le consommateur se bat contre le producteur. Et il y a un débat pour savoir qui va l'emporter. De cette idée-là, de nombreuses personnes estiment que la commercialisation des vies, que le commerce a rendu les êtres humains plus égoïstes
et moins solidaire. Pareil, c'est une rengaine qu'on voit partout. C'est le capitalisme pousse les gens à être plus individualistes, dans le mauvais sens du terme, à être plus égoïstes, à moins vouloir aider les autres. Mais, encore une fois, quand on regarde l'histoire, c'est très intéressant, cette idée, elle est complètement à côté de la plaque. Déjà parce que, c'est un détail, mais c'est toujours intéressant, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de charité, de redistribution que dans une économie qui est prospère. La richesse permet de pouvoir redistribuer. Et donc, ce qu'il explique, c'est qu'il existe un lien direct entre le commerce et la vertu. Encore une fois, loin d'être un vice, les systèmes de marché transforment l'intérêt personnel en quelque chose de profondément vertueux. On en revient à ce que j'expliquais sur le commerce qui crée de la confiance, sur la spécialisation et sur le fait que j'ai intérêt de me spécialiser pour acquérir ta production de produits ou de services également spécialisés. Contrairement à la caricature, c'est justement le commerce qui a permis de sortir du matérialisme étroit. C'est justement le commerce et la prospérité qui a permis aux individus de ne pas se soucier uniquement de leur survie. Et c'est cette richesse, cette prospérité qui libère les individus et leur permet d'exprimer leur singularité. Très intéressant, contre-intuitif, mais très intéressant. Aujourd'hui, on voit partout les grandes entreprises, quand on regarde la culture populaire, les films, les livres, etc., les grandes boîtes sont toujours décrites comme des entités maléfiques dont il faudrait se protéger, qui détruisent le consommateur, qui détruisent l'environnement, etc. D'ailleurs, j'ai eu cette réalisation récemment, notamment en lisant Ayn Rand, mais je me disais, et je vous propose de faire le jeu en commentaire, citez-moi 5 romans de fiction français, la littérature française foisonne de romans. Citez-moi 5 idées, allez, ne serait-ce que 2 ou 3. Citez-moi 2 romans de fiction qui peignent une vision positive du capitalisme et de l'argent. J'ai lu beaucoup de livres, j'ai un petit peu derrière moi, j'essaie de lire un livre par semaine depuis plusieurs années. J'ai lu beaucoup de choses et j'ai très peu d'exemples qui me viennent en tête. C'est toujours l'histoire du petit qui se bat contre le gros, c'est toujours l'histoire des intérêts pervers, etc. C'est assez fascinant. La réalité, encore une fois, quand on regarde l'histoire, c'est que les hautes réalisations artistiques, philosophiques, scientifiques ont été rendues possibles grâce à la prospérité engendrée par le commerce. Et donc, il prend l'exemple d'Athènes, de Bagdad, de Florence, des villes italiennes, de Londres, d'Amsterdam, et qui montre que les richesses du commerce permettent de libérer du temps et des ressources pour la création artistique et intellectuelle. C'est évidemment le principe des mécènes, parce que les gens se sont enrichis, ils peuvent ensuite redistribuer et encourager le foisonnement culturel et intellectuel. C'est précisément ce qui s'est passé lors de la Renaissance, qui est peut-être la période la plus foisonnante culturellement de l'histoire de l'humanité. Là où le commerce prospère, la créativité et la compassion s'épanouissent tous les deux, pour faire le lien avec ce que je disais tout à l'heure. Et donc on arrive à un paradoxe politique contemporain que je trouve super intéressant. Alors je mets des étiquettes sur les mouvements politiques, prenez-les avec des pincettes, c'est propre à chaque pays, c'est propre à plein de circonstances, etc. Ça ne correspond pas à des partis spécifiques, mais l'auteur explique que d'un côté, on a le mouvement conservateur, on va dire ce qui pourrait s'apparenter à la droite. Ils vont être pro-capitalisme, ils vont être pro-commerce et ils vont défendre les avancées économiques, mais dans le même temps, ils vont déplorer les avancées positives sociales que ça va engendrer. Sur les changements de mœurs, sur la libération des individus, sur notamment le féminisme, etc. etc. Ils adorent le côté économique, mais ils détestent toutes les retombées positives que ça a derrière. De l'autre côté, le mouvement progressiste, les mouvements plutôt de gauche, ils apprécient les changements sociaux, ils apprécient les libertés individuelles, ils apprécient les changements de mœurs. Mais par contre, ils détestent la source économique qui a rendu ces évolutions possibles. Ils détestent le capitalisme. Et donc, il y a une citation, il dit « D'un côté, on dénonce le capitalisme tout en se régalant de ses fruits. » Ça, c'est les progressistes. De l'autre, on maudit les fruits tout en défendant le système qui permet de produire ces fruits-là, à savoir les conservateurs. Je trouve cette analyse très juste, très intéressante et très vraie au regard des débats politiques actuels, quoi. Idée numéro 6, l'illusion de l'autosuffisance. Donc vous savez, l'autosuffisance, c'est ce mythe du retour à la terre. C'est je vais quitter la ville pour aller dans ma ferme, je vais cultiver mes légumes, cultiver mes fruits, mes poireaux pour être autosuffisant et pour être résilient. L'auteur explique que c'est une idée très romantique, mais
très peu efficiente et c'est une idée qui conduit mécaniquement à un niveau de vie qui va être beaucoup plus faible. Ce qu'il explique, c'est que imaginez devoir être entièrement autosuffisant. Chaque jour, vous devriez vous lever le matin et subvenir entièrement à vos besoins à partir de vos propres ressources. Par définition, vous ne pouvez vivre qu'au niveau de subsistance. Au bout de quelques jours, la routine devient franchement pénible. Passer son temps à subvenir à ses besoins élémentaires, de l'eau, de la nourriture, de la chaleur, sans jamais pouvoir avancer sur autre chose parce que vous n'avez plus le temps, vous n'avez plus les ressources, vous n'avez plus l'énergie. Pas de lecture, pas de progrès technique, pas de loisirs, etc., etc. Ce qu'il explique, évidemment, c'est qu'il est beaucoup plus avantageux de tirer parti du travail et de la spécialisation des autres, plutôt que de chercher à tout produire soi-même. On revient à l'idée numéro 1. De nombreux contemporains, notamment dans le monde développé, dans le monde occidental, et c'est un discours qu'on a souvent en France, notamment, c'est considèrent l'agriculture de l'autosuffisance comme pleine d'âme et biologique, comme écologique. Mais la réalité, c'est que c'est un piège à pauvreté et un désastre environnemental. Piège à pauvreté, on vient de l'expliquer pourquoi, parce que du coup, ça force à ne faire qu'une chose, à savoir subvenir à ses besoins et ne plus pouvoir rien faire d'autre. Et désastre environnemental, parce que ce n'est pas du tout efficace. Parce qu'il faut occuper beaucoup d'espace, beaucoup de nature, beaucoup de terre pour nourrir une seule personne ou un seul foyer. Et donc, il explique pour ça que l'autosuffisance rurale, c'est un mirage romantique. Il explique que en 2008, notamment pour la première fois, plus de la moitié de la population mondiale vit en ville depuis 2008. Et beaucoup expliquent que c'est une catastrophe, mais pour lui, c'est un signe de progrès économique, que plus de la moitié de la population puisse délaisser la simple subsistance pour s'orienter vers les possibilités d'une vie fondée sur l'intelligence collective et sur la spécialisation. Et donc lui, pareil, lui il se demande quelles sont les grandes leçons qu'on peut retenir de l'histoire, l'une des leçons, c'est que la signature caractéristique de la prospérité, c'est justement la spécialisation. Et que les villes ont été inventées pour la spécialisation, comme des places de marché. À l'inverse, la signature caractéristique de la pauvreté, c'est le retour à l'autosuffisance. Et on le voit à chaque époque de l'humanité, la pauvreté a toujours forcé les gens à aller quitter les villes pour revenir dans leur campagne et refaire planter leurs légumes. Et donc, idée numéro 7, là on va rentrer dans le croustillant. Les catastrophistes ont toujours existé. Donc malgré tout ça, malgré toutes les avancées, tout ce que je viens de dire, de tout temps, dans l'histoire, on a toujours eu des catastrophistes qui annonçaient la fin des temps. Et ce qui est intéressant, c'est que ces catastrophistes, ils étaient de tous bords. Des religieux, des scientifiques, des politiques, des activistes, etc., etc. L'objet de leur peur évolue, l'objet de la peur change en fonction de l'époque et de la préoccupation du moment, mais il y a une constante à travers tous les discours catastrophistes, c'est qu'ils se sont beaucoup, souvent trompés. Il y a une citation qui est très intéressante, c'est de John Stuart Mill. J'ai conclu que ce n'est pas l'homme qui a de l'espoir quand tout le monde est en désespoir, mais plutôt l'homme qui a du désespoir quand tout le monde a de l'espoir, qui est admiré par la population. Le pessimisme, le scepticisme, c'est vu comme une vertu. C'est vu comme le fait de « Ah, je ne suis pas naïf, je suis quelqu'un de sage, je prends du recul, je fais des recherches. » Et donc, croire que le monde s'améliore ou va continuer de s'améliorer vous fait passer pour un naïf ou un insensé. Alors que prédire l'apocalypse vous vaut souvent de la reconnaissance et du respect. Peut-être que tout ce que je viens de vous expliquer, vous vous dites « Oh, Valentin, encore un naïf, encore un capitaliste qui fait le jeu du capitalisme, etc. » je ne sais quoi. Et vous vous dites « Non, moi je ne crois pas à ça, je suis plutôt quelqu'un de rationnel. » Peut-être que ce n'est pas le cas, mais peut-être que c'est une réflexion que vous faites. La réalité, c'est que malgré tout ce que je viens de dire, toutes les évolutions positives de l'humanité qu'il y a eu, les livres, les médias, les élites relaient constamment des prophéties de catastrophes imminentes. Ce qui est très intéressant, c'est que l'auteur, du coup, il nous fait une liste dans toute l'histoire de l'humanité, plus ou moins récente, de toutes les catastrophes qui ont été annoncées. Par exemple, au cours de sa propre vie à lui, donc lui c'est un Anglais, qui est né dans les années 70, il disait moi de ma propre vie, on m'annonçait des famines, des pénuries de ressources, des catastrophes écologiques, des désastres technologiques. J'ai entendu des prédictions implacables concernant l'accroissement de la pauvreté,
les famines à venir, les guerres nucléaires, les épidémies de vaches folles, le bug de l'an 2000, l'acidification des océans et même les impacts d'astéroïdes. Chaque décennie a eu sa cause à la mode de pessimisme. Il y a eu également la surpopulation, l'épuisement des ressources dans les 70, etc., etc. L'un des gros thèmes, notamment du XXe siècle, pour lui, ça a été la fin des réserves de pétrole. On ne cessait d'annoncer que ça y est, c'est fini, il n'y a plus de pétrole. Et ce qu'il explique, c'est que chaque annonce catastrophiste ont toujours été démenties par la découverte de nouvelles sources, soit via l'amélioration des techniques. Une citation que je trouve intéressante. Au XXe siècle, le pétrole a été la principale source d'inquiétude. Années 70, le président Jimmy Carter déclara « Nous pourrions avoir consommé toutes les réserves de pétrole trouvées dans le monde d'ici la fin de la prochaine décennie, donc d'ici les années 80. » En 1970, les réserves de pétrole mondiales étaient de 550 milliards de barils et entre 70 et 90, le monde en a consommé 600 milliards. Les réserves auraient dû être dépassées de 50 milliards en 90. En réalité, en 90, les réserves inexploitées s'élevaient à 900 milliards de barils. Bon, tout ça pour dire qu'on a cessé de déclarer la fin du pétrole, or, ça ne s'est pas vraiment passé. Dans les années 80, on prédisait la disparition rapide des forêts allemandes, britanniques et nord-américaines à cause des pluies acides. En réalité, la biomasse forestière en Europe et en Amérique du Nord a augmenté au cours de cette période. Attention, gros point de vigilance. Toutes les prédictions catastrophistes ne sont pas des fantaisies ou des mensonges. Ça, c'est un point qui est très important et l'auteur, il est très très nuancé par rapport à ça. Il explique bien qu'il y a des éléments réels d'inquiétude. Il y a des éléments réels qui poussent à penser qu'il y a une situation grave qui peut arriver. Ce qu'il constate, notamment, encore une fois, à travers l'histoire et à travers plein d'exemples, c'est que la plupart des éléments d'inquiétude, bien qu'étant réels, ont soit été démentis par la réalité, en disant en fait finalement c'est pas passé comme on l'imaginait, soit ont été démentis parce que les gens se sont juste adaptés et les êtres vivants se sont juste adaptés, ou alors ça a été démenti parce que l'être humain a trouvé est sorti de l'impasse via de l'innovation, via des nouvelles techniques, des nouvelles manières de faire. Et ce qu'il explique très bien, c'est qu'au fond, derrière chaque peur se cache le même sentiment, c'est la conviction qu'on ne peut pas poursuivre la croissance économique sans catastrophe. Une espèce de conviction, parfois non rationnelle, que c'est trop. Ça y est, c'est trop, on ne peut pas aller plus loin. Et la réalité, c'est que, encore une fois, la réalité surpasse nos attentes et nos imaginations fois 1000. Je sors du livre, mais notamment quand on lit de la science-fiction, moi, je ne peux m'empêcher de me dire que si ça se trouve, aujourd'hui, en 2026, 2025, nous ne sommes qu'à 1% de ce qui va se passer à l'avenir. On n'en sait rien, en fait. Et je trouve que ça aide à prendre du recul. Et donc, pareil, là-dessus, il donne plein d'exemples. Notamment, en 1830, l'Europe du Nord et l'Amérique du Nord étaient en plein essor d'invention. Bateaux à vapeur, canots, moteurs électriques, etc. Pourtant, l'humeur générale était très, très pessimiste. Des mouvements de protestation s'en prenaient aux machines. Et les médias, les élites doutaient de la viabilité des trains. Certains craignaient que les trains fassent avorter les juments. Voilà, des éléments complètement fous. Alors, il y a un livre très connu qui s'appelle Thomas More, du poète Robert Southey, un anglais, qui dépeint un passé idéalisé et toujours un présent misérable, prédisant la famine, les maladies et un déclin spirituel. Toujours pareil, hein, cette rengaine que le passé c'était mieux avant, c'était génial, c'est romantisé, et le présent ça va être que de la souffrance. Or, à cette époque-là, la croissance économique allait monter en flèche, l'espérance de vie allait monter en flèche, réduisant drastiquement la pauvreté dans les classes populaires. Entre 1875 et 1925, le niveau de vie européen s'est élevé à des niveaux inédits: électricité, voitures, progrès sanitaire. Et dans le même temps, les élites intellectuelles continuaient de prédire le déclin et la catastrophe. Des best-sellers, les best-sellers du moment, hein, Degeneration de Max Nordau ou The Simple Life de Charles Wagner, dénoncent une décadence morale ou un matérialisme censé conduire à un effondrement imminent. Pareil, cette même rengaine régulière dans l'histoire. Ce qui est intéressant, c'est que les pessimistes, ils voient une catastrophe qui arrive, et même les optimistes qui essayent d'imaginer les évolutions positives, ils sont à des années-lumière de ce qui va se passer dans la réalité. La réalité surpasse toujours les prévisions les plus folles. Allez dire à quelqu'un qui vit en 1700, en 1800, que d'ici 200 ans, même d'ici 100 ans,
il va y avoir de l'eau potable qui coule du robinet. On va avoir une voiture individuelle pour se déplacer. On va pouvoir voir des vidéos comme ça et se filmer gratuitement sur Internet. On va pouvoir avoir une vraie maison en pierre avec un vrai toit et un système de chauffage. On va pouvoir communiquer à la vitesse de la lumière. On va pouvoir faire des anesthésies quand on fait une opération. J'étais chez le dentiste cette semaine, j'ai eu une anesthésie. Ça n'existait pas il y a quelques centaines d'années. Les progrès, ils sont fantastiques. Et encore une fois, aujourd'hui, on ne mesure pas cette chance qu'on a. En 1992, le sommet de Rio de l'ONU crée un document qui s'appelle Agenda 21, qui dresse un bilan alarmant de l'état du monde. Pauvreté, famine, détérioration des écosystèmes. Le début du rapport dit « Nous sommes confrontés à la perpétuation des inégalités et à la détérioration continue des écosystèmes. » La réalité, c'est que la décennie qui a suivi, donc la décennie 1990, a enregistré la plus forte baisse de la pauvreté, de la faim dans le monde, de la mauvaise santé et de l'analphabétisation de l'histoire de l'humanité. Malgré des progrès évidents, visibles, des pays qui sortent littéralement de la misère en quelques décennies, un front commun d'intellectuels et d'activistes entretiennent la peur et s'opposent à l'individualisme, à la technologie et à la mondialisation. Encore une fois, l'auteur ne dit pas qu'il n'y a pas des inquiétudes légitimes à avoir. Il dit juste, encore une fois, au regard de l'histoire, qu'il y a de très fortes chances que ce ne soit pas aussi grave qu'on le pense, que l'on trouve des solutions pour dépasser les problèmes et que finalement, on est capable de s'adapter. Derrière tout ça, dont je vous disais, il se cache la croyance qu'on ne peut pas continuer ainsi, souvent irrationnelle, et également une forme de romantisation du passé. On retrouve généralement l'idée, alors il y a plusieurs idées là-dessus, mais déjà il y a souvent le discours de dire que les jeunes foutent rien, plus rien ne va plus, tout le monde est corrompu, la technologie détruit la concentration, tout est superficiel. Mais déjà, prenons du recul, et il explique très bien qu'il n'y a jamais eu aucune génération dans l'histoire qui ne gardait pas un souvenir doré du passé et qui ne déplorait pas les évolutions des générations futures. Les plaintes sans fin d'aujourd'hui à propos des SMS, des réseaux sociaux qui détruisent l'attention des gens, eh bien en fait, Platon faisait déjà les mêmes il y a quelques siècles. Certains activistes, des psys, intellectuels, attribuent au capitalisme moderne la montée du stress, de l'anxiété et de l'isolement, même chez les enfants, en disant que les gens ils deviennent de plus en plus malades. Le psychanalyste Adam Phillips explique que, pour un nombre croissant de Britanniques et d'Américains, la culture d'entreprise, le capitalisme, se traduit par une vie de surmenage, d'anxiété et d'isolement. Les jeunes enfants de ces parents-là tombent malades en conséquence. Oui, ok. Mais si on prend un tout petit peu de recul, la situation est bien meilleure qu'il y a quelques siècles où, encore une fois, les êtres humains n'avaient pas le choix que de trimer au champ pour leur propre subsistance. Et d'ailleurs, ce n'était même pas il y a quelques siècles. Mon père me raconte toujours que mes grands-parents, après la guerre, ils avaient un champ et cultivaient des patates. Et c'était leur moyen de survivre. N'oublions pas ça. Et également, n'oublions pas que les enfants, pendant très longtemps, étaient également exploités. Ils devaient travailler à des fins de subsistance agricole. Les enfants étaient forcés de travailler pour aider le foyer à se nourrir. Et c'est une évolution fantastique. Je disais, les générations d'il y a 2-3 siècles ne pouvaient pas imaginer les évolutions qu'il allait y avoir. Aujourd'hui, un enfant peut ne pas travailler et dédier les 25 premières années de sa vie à son éducation sans risque de mourir. Je pense que mesurons ça, c'est exceptionnel. C'est une avancée qui est fantastique. L'une des autres grosses raisons des discours catastrophistes et apocalyptiques, c'est un peu le business de l'attention. Les médias, les ONG ont intérêt à relayer des alertes catastrophistes pour capter l'attention. Et pour les ONG, c'est leur business model. Leur business model repose sur le fait que tout va s'effondrer et que donc il faut des dons pour empêcher ça. Les journalistes n'obtiennent pas la une en annonçant la diminution d'un danger, en annonçant une situation qui s'améliore. Par contre, ils font des pics d'audience quand ils annoncent des catastrophes. Le moindre indice de problème est monté en épingle, tandis que les évolutions positives, baisse de mortalité, baisse de la pollution, amélioration de plein d'indicateurs, restent souvent dans l'ombre et on n'en parle pas. Je vous mets un petit florilège de graphiques à l'écran que j'adore et qui permettent de bien exprimer ça. Ce que l'auteur a expliqué également, c'est que tous ces discours apocalyptiques, aussi peu fondés soient-ils, ou aussi
à prendre avec des pincettes soit-il, qui peuvent créer une spirale négative. Et le risque, c'est qu'il y a une forme de prophétie autoréalisatrice qui se produise, avec une panique, avec un repli sur soi, avec des mesures qui finalement conduisent réellement aux catastrophes qu'on avait imaginées, mais qui se seraient évitées si on n'avait pas fait tout ça. Et donc pour terminer là-dessus, il explique que certains extrémistes, des militants, certains écologistes, appellent à une décroissance drastique, voire à un effondrement volontaire des civilisations industrielles. Donc il y a une citation, de nombreux écologistes radicaux d'aujourd'hui affirment que la seule solution durable est de reculer, d'arrêter la croissance et d'entrer dans une récession progressive. N'est-ce pas notre responsabilité de provoquer l'effondrement? Pour lui, il dit, les pessimistes ont raison de dire que si rien ne change, on court à la catastrophe. Mais ce qui montre à travers l'histoire, encore et encore, avec des éléments, avec des exemples différents, c'est que le propre du progrès humain est justement de s'adapter et de changer et de trouver des solutions. Nous allons surmonter les crises qui arrivent via des inventions qui n'existent pas encore et que l'on ne pourrait même pas concevoir, car c'est précisément ce qui s'est passé à chaque moment de l'humanité. Et pareil, il donne des exemples assez fascinants. Il explique notamment que la population équine, donc le nombre de chevaux en Amérique, culminait à 21 millions de chevaux en 1915. À l'époque, environ un tiers de toutes les terres agricoles étaient consacrées à nourrir les chevaux pour que les gens puissent se déplacer. Et donc, évidemment, les gens disaient « Oh là là, mais on va à la catastrophe, on va plus pouvoir manger, il y aura des chevaux partout, et si on continue comme ça, tout va s'effondrer. » La réalité, et qui était impossible à prévoir, c'est qu'on a inventé un truc qui s'appelle la voiture, et que le remplacement des animaux de trait par les machines a libéré une surface énorme de terre pour la culture de denrées destinées à l'alimentation humaine. Donc toutes les annonces de catastrophes, de famines, etc. sont révélées pas du tout vraies parce qu'on a juste inventé des choses. Et donc l'un des concepts clés du livre, c'est le concept d'extrapolisation. C'est supposer que le futur sera forcément une vision aggravée du présent. C'est exactement ce qu'on fait quand on parle des catastrophes qui arrivent, on prend le présent et on dit bah tiens, si on continue comme ça x2, x3, on est mort. Ok, mais lui, ce qu'il explique, encore une fois, c'est quand on fait ça, on ne prend pas en compte les changements de comportement, l'innovation et juste les solutions qui vont naturellement être trouvées par les échanges. Et d'ailleurs, j'en parle plus tard, mais quand on voit que chaque mois, il y a une nouvelle évolution fantastique sur les IA, la robotique, etc., je pense qu'on est incapable d'imaginer ce à quoi va ressembler le monde. Je ne parle même pas dans 100 ans, mais dans 5 ans. 5 ans, 10 ans, 20 ans, il va y avoir des bouleversements radicaux. Et encore une fois, dernier point là-dessus, sur lequel il insiste, c'est qu'on l'oublie, on ne le mentionne pas, mais il y a plein de choses très positives qui se sont améliorées. Les forêts, la pollution de l'air dans les villes, l'état des rivières, plein d'espèces qui ont été protégées, qui ont été sauvées. Bref, il y a plein de choses qui, encore une fois, le but, c'est pas de dire tout va bien, on met des œillères, on continue de foncer. Le but, c'est de dire attention aux discours catastrophistes qui souvent se sont révélés être ne pas s'avérer en fait. Parlons maintenant de la grosse source d'inquiétude de notre époque, à savoir la crise écologique. Sujet sensible, il en parle. Encore une fois, j'essaie de vous résumer de manière schématique. N'hésitez pas à lire le livre si vous voulez creuser. Mais son opinion là-dessus, elle peut être résumée en une phrase et elle fait le lien avec ce que je disais avant, à savoir ceux qui tirent la sonnette d'alarme ont raison de dire que si on ne change rien, on court à la catastrophe. Factuellement, à plein d'égards, ils ont raison de dire qu'on ne peut pas continuer comme ça. Mais son point, c'est précisément de dire que le propre de l'être humain, c'est sa capacité à viser le progrès, à s'adapter et à changer. L'histoire de l'humanité, à toute époque, à tous âges, a été celle d'une espèce qui passe son temps à façonner son environnement pour survivre, s'adapter et se développer. D'ailleurs, c'est également ce que font les animaux. Les animaux, ils passent leur temps à s'adapter et à évoluer. Une fois qu'on dit ça, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Est-ce que ça veut dire qu'on met la tête dans le sable, on fait l'autruche et on ne regarde pas? Non, évidemment. Il y a plein de sujets super importants. Le point de sortie que lui, il identifie, ou en tout cas l'une des pistes de développement, et celle qu'on est en train de prendre, c'est être capable de faire plus en utilisant moins d'espace, notamment avec des technologies comme le nucléaire. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle aujourd'hui des énergies renouvelables, l'éolienne, le solaire, etc., qui ne sont finalement pas des si bonnes idées que ça, puisque c'est des énergies qui demandent beaucoup d'espace, qui prennent beaucoup de place à la nature, donc qui détruisent la nature,
pour des rendements plus faibles. Donc lui, sa solution, la piste qu'il explique, c'est faire plus avec moins. Dans cette optique de faire plus avec moins, il parle notamment d'une solution, j'en ai parlé précédemment, sur le fait de densifier les villes. Encore une fois, il y a cette illusion que vivre à la campagne, c'est la bonne chose à faire pour la planète, mais c'est l'inverse. La bonne chose à faire, c'est de vivre dans un gratte-ciel et de laisser la campagne à la nature. Dans la même logique, il explique que l'une des pistes, c'est d'intensifier l'agriculture et les rendements qui sont dégagés, car du coup, on va pouvoir produire plus avec moins d'espace et rendre la nature, recréer des forêts et recréer des habitats sauvages. L'un des points importants de son argumentaire, c'est de dire qu'il n'y a pas d'équilibre dans la nature. Il explique qu'aujourd'hui, il y a la croyance que le climat actuel de la Terre, c'est le climat parfait, c'est le climat ultime et c'est le climat d'équilibre. Or, lui, ce qu'il explique, c'est que tout n'est que réinvention et évolution. La réalité, c'est que les écosystèmes, la nature, elle évolue sans cesse. Et elles ne reviennent pas toujours à un point d'équilibre. Il y a une citation ici qui dit « La science de l'écologie explique l'idée persistante selon laquelle, dans la nature, il existerait un état d'équilibre parfait. » Cette obsession de l'équilibre de la nature traverse toute la science occidentale, mais c'est une illusion. Il y a seulement 18 000 ans, l'endroit où je me trouve était sous plus d'1 kilomètre de glace, et il y a 120 000 ans, c'était un marécage bouillonnant peuplé d'hippopotames. Donc cette croyance que ça a toujours été comme ça, elle est fausse. On a prédit que le refroidissement et le réchauffement climatique seraient tous les deux catastrophiques, ce qui sous-entend que seule la température actuelle est parfaite. Pourtant, le climat a toujours varié. Et il y a une forme de narcissisme à croire que seul le climat récent est parfait. Attention, là encore, il ne dit pas qu'il faut se réjouir que les températures montent. Ça va créer des défis, ça va créer des problèmes. Mais encore une fois, le propre de l'être humain, c'est de s'adapter et de trouver des solutions. Et des espèces, de s'évoluer et de s'adapter. Surtout, ce qu'il explique, c'est qu'il fera très certainement plus chaud dans le siècle qui arrive, mais la prospérité et le développement économique vont permettre de mieux s'y adapter et de mieux s'y préparer. Il explique que depuis 1920, le taux de mortalité dû aux désastres météorologiques a chuté de 99%. Je le redis, depuis un siècle, le taux de mortalité du fait des désastres météorologiques a chuté de 99%. Et ce qui est intéressant, c'est l'explication. Ce taux, il a chuté non pas parce que les températures sont moins élevées ou parce que les tempêtes sont moins fortes ou parce qu'il y a moins de catastrophes météorologiques, il y en a tout autant, voire même un peu plus, mais parce que l'humanité est plus riche, est moins préparée, a des meilleures infrastructures et est capable de répondre aux catastrophes. Très important, et c'est l'un des points centraux de son argumentaire. Il explique également que tous les bilans carbone qui sont faits, ils insistent beaucoup sur les dangers à venir d'un point de vue écologique, mais ils ne parlent jamais des millions ou des nombres de vies qui sont sauvées grâce au développement et au progrès. On regarde tout ce qui ne va pas, mais on omet tout ce qui va très bien et tout ce qui a été sauvé. Et donc l'un des points centraux qu'il explique, c'est que si la lutte contre le réchauffement climatique est mal gérée, elle pourrait se révéler tout aussi dangereuse et préjudiciable que si elle n'avait pas été gérée. Un enfant qui meurt d'inhalation de fumée dans un village privé d'électricité fossile est une tragédie tout aussi grande qu'un enfant qui meurt dans une inondation causée par le changement climatique. On parle beaucoup de la seconde catégorie, mais on ne parle pas aujourd'hui des morts du non-développement économique et de la pauvreté que ça engendre. Il explique également que dans la plupart des régions du monde, le froid tue bien plus que la chaleur. Notamment en Europe, avec un ratio de 5:1. Le froid est 5 fois plus meurtrier que la chaleur. Et donc l'un de ces points, c'est de dire que oui, il fera plus chaud, mais finalement, c'est pas si grave. Parce qu'on sera plus riche et donc plus à même de s'adapter. Parce que le réchauffement des températures peut même augmenter le rendement agricole au niveau mondial. Parce que la chaleur accrue dans les régions froides va libérer, va permettre la croissance de plantes, et donc avoir un effet bénéfique sur le CO2 et l'agriculture. Parce que également, et donc là il cite des travaux du GIEC, qu'un monde plus chaud, plus riche pourrait demander moins de terres arables et donc remettre des terres à la nature. Et donc lui, sa prédiction, c'est qu'il fait que le monde restera globalement en meilleur état quand il fera plus chaud, même en tenant en compte des effets négatifs du climat. Même si la planète se réchauffe autant que le prévoit le consensus, le préjudice global semble toujours faible. L'optimisme a mauvaise presse dans ce débat,
le piètre bilan des pessimistes devrait au moins faire réfléchir. Encore une fois, son point central, c'est de dire qu'un monde plus chaud et plus riche est plus susceptible d'améliorer le bien-être global des humains et des écosystèmes qu'un monde plus frais mais plus pauvre. Sur cette question, il parle beaucoup également de la question de l'énergie, qui est un thème central. Je vous laisserai le lire parce qu'il y a plein d'explications. Mais donc, il cite notamment 2 chercheurs qui expliquent que l'énergie, ce n'est pas le problème. On veut nous faire croire que l'énergie, c'est un problème. Non, l'énergie, c'est la solution. Et l'histoire de l'être humain, c'est l'histoire d'une espèce qui repousse le chaos le plus longtemps possible grâce à ses découvertes, grâce à l'innovation et grâce à l'ingéniosité humaine. Là, je vous lis une citation. « L'histoire de l'énergie est simple. Autrefois, tout le travail était effectué par des gens pour eux-mêmes, en utilisant leur propre force musculaire. Puis, il est venu un temps où certains ont fait le travail pour d'autres. Ensuite, il y a une progression graduelle d'une source d'énergie à une autre, de l'homme à l'animal, de l'eau au vent, puis au combustible fossile, au nucléaire et progressivement. Depuis les débuts de l'agriculture et de la domestication des animaux de trait, jusqu'à la découverte des moulins et des énergies fossiles, l'histoire de l'humanité est celle d'un accès sans cesse croissant à de nouvelles sources d'énergie. Ce qu'il explique notamment, c'est que l'utilisation des énergies fossiles a permis de soulager les sols de la nécessité de cultiver de l'énergie. Parce qu'avant, il fallait nourrir les chevaux qui tiraient les calèches, il fallait produire du bois de chauffage, et donc on intensifiait le stress, la charge sur le sol. Maintenant, on est sorti de ça. Et donc, il y a ce paradoxe qui dit que certains écosystèmes sont moins exploités et moins industrialisés que s'il avait fallu compter uniquement sur des énergies renouvelables qui ont des faibles rendements et qui prennent beaucoup de place. Ici, son point, c'est de dire que réduire les émissions de carbone sans discernement, donc en augmentant les prix de l'énergie, en interdisant l'accès aux énergies fossiles aux plus pauvres, peut être tout aussi dommageable, voire pire qu'un réchauffement modéré. Donc lui, ce qu'il fait, encore une fois, c'est qu'il regarde toutes les options, tous les scénarios, réchauffement modéré, prospérité, appauvrissement, et de se demander de manière rationnelle quel est le moins pire, quel est le meilleur. Et donc lui, il dit qu'il y a un gros risque de prendre des mesures drastiques aujourd'hui qui vont tuer le patient en voulant guérir le mal. En voulant faire attention à ce que ça ne dérive pas, on va accélérer la perte. Alors qu'en fait, il faudrait avoir un discours plus mesuré par rapport à ça. Et donc notamment, lui, il dit notamment que le nucléaire, c'est l'énergie la plus prometteuse et qu'elle est supérieure à toutes les autres formes d'énergie parce qu'elle est très dense, on peut produire beaucoup d'électricité en prenant très très peu de place, parce qu'elle induit quasiment aucune mortalité et parce qu'elle ne génère aucune pollution. Et enfin, son point là-dessus, c'est de dire qu'il est impossible de prévoir quelles inventions domineront en 2050 et en 2100, comme absolument personne n'a pu prévoir la révolution du smartphone en 1910. Et donc pour lui, la probabilité d'un 21e siècle prospère est très élevée, notamment à la lumière de l'histoire. Conclusion, l'optimisme et le progrès sont des impératifs moraux. C'est l'autre message central du livre. Il explique évidemment, le monde est encore marqué par la pauvreté, la faim, la maladie, l'analphabétisme et les violences les plus cruelles. Enfants soldats, prostitution, etc. Tous les malheurs qu'on peut imaginer. Et c'est précisément à cause de cette misère persistante que l'auteur défend un optimisme ambitieux. C'est précisément à cause de ça qu'il faut continuer à innover, qu'il faut accélérer les échanges, qu'il faut encourager la croissance économique parce que c'est le levier historiquement le plus important, le plus fiable, le plus utile pour continuer à faire reculer la souffrance. Certains soutiennent qu'il faut stopper la croissance économique pour faire face aux défis environnementaux. Pour l'auteur, ce serait la pire chose à faire, car l'humanité s'est toujours sortie de ces défis et de ces crises et de ces pénuries en découvrant de nouvelles technologies et de nouvelles idées. Citer des scénarios catastrophes en supposant qu'il n'y aura plus d'invention est une erreur, car c'est l'innovation qui précisément résout les problèmes. Et encore une fois, je pense qu'on est en train de toucher du doigt à peine ce qui va se passer sur les IA, la robotique, etc., dans les années à venir. C'est une astuce courante que de prédire le futur en partant du postulat qu'il n'y aura aucun changement technologique et d'en conclure que ce sera terrible. Nous échouons systématiquement à comprendre combien d'idées, d'inventions, d'innovations restent à découvrir. Et donc pour ça, pour l'auteur, le plus important reste de garantir les libertés individuelles et la capacité à s'échanger des idées librement, car c'est précisément ça qui génère
la prospérité, l'innovation. Le gros point de vigilance pour lui, ce sont faire attention aux prédateurs et aux parasites qui arrivent toujours en période de prospérité. Donc des gens qui voient la richesse, voient la prospérité et qui veulent se l'accaparer. Et donc ces parasites, ils peuvent être de plusieurs natures, les groupes de pression, les bureaucrates, les gouvernements, les entreprises qui elles-mêmes deviennent monopolistiques et qui veulent capturer la richesse et deviennent des freins à la concurrence, deviennent des freins à l'innovation. Bref, toutes les personnes, tous les groupes d'acteurs, tous les différents agents économiques qui veulent avoir des privilèges et s'attribuer davantage de subventions, davantage de ressources en dépit des autres. L'histoire montre régulièrement, encore et encore, à différents égards, que les empires, les religieux, les nobles, les financiers ont souvent exploité la production de la société pour leur profit. Et que souvent ces agents économiques-là, ils profitent des richesses créées par les individus pour les exploiter et se créer des formes de rente. Et donc il faut absolument lutter contre ça. Aujourd'hui, il met en garde sur tous les freins qu'on peut avoir au développement. Les attaques contre les innovations se poursuivent. Les militants qui se battent contre le nucléaire ou contre les avancées économiques, notamment on l'a vu en Allemagne avec le nucléaire. Les gouvernements qui freinent la recherche sur de la R&D, sur de la médecine, sur de la génétique. Les superstitions religieuses ou sociales qui bloquent l'éducation des femmes. Des célébrités, des artistes qui adorent s'ériger contre le libre-échange ou contre le capitalisme. Il explique que c'est des menaces. Pour l'instant, aucune de ces menaces n'ont réussi à enrayer le progrès mondial, mais il faut toujours rester en garde contre une possible contagion planétaire très pessimiste qui aurait effectivement des conséquences désastreuses. Il finit en disant « Dare to be an optimist ». Osons être optimistes. Voilà, encore une fois, je vous l'ai dit, j'ai essayé de faire un résumé synthétique, c'était très long. Si vous voulez creuser, s'il y a des parties qui vous interrogent, s'il y a des parties qui vous grattent un petit peu, je ne pourrais pas répondre à tout. Allez lire le livre et ensuite on pourra en discuter avec plaisir. Mais en tout cas, pour terminer, ça fait du bien de lire des arguments documentés, sourcés, rationnels, en expliquant que non, on ne va pas à la catastrophe et que, au contraire, l'avenir s'annonce radieux.